Absolument. Alors, on va commencer par Stéphane Vibert. Stéphane Vibert, qui est docteur en anthropologie sociale et politique à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, professeur agrégé au département de sociologie et anthropologie à l'Université d'Ottawa. Alors, bon, les différents CV de M. Vibert le présentent comme spécialiste. Il s'interroge sur les communautés, sur l'identité, mais moi, j'aimerais souligner qu'il est un fin connaisseur de la Russie et de ses travaux sur l'émergence de la pensée politique en Russie, c'est un modèle du genre d'anthropologie philosophique et politique. Ça ne figure pas dans les CV qu'on m'a communiqué, M. Vibert. Je lui dis, voilà, mais ça ne marche pas. Il est preuve d'être. Hein. Alors, M. Vibert travaille. Il est rentré en dialogue avec Michel Freytag, puisqu'il est sorti tout droit de la matrice de Louis Dumont, et par là même, un peu que M. Thériault, il sera question d'une différence entre identité collective et individuelle, le rapport entre communauté et société, les communautés aujourd'hui. Alors, avec Chevrier et Couture, il a publié récemment, il y a 2 ans, Voyage dans l'autre de la modernité, essai d'anthropologie philosophique. Et ce qu'il voudra pour M. Martin, c'est qu'il a édité avec Éric Martin et Gilles Labelle, récemment, chez Nota Bene, Les racines de la liberté, à partir de l'anarchisme taurien. Это все гражданин Вибер вперед, не слушаем. Да. Spasiba Tavarish. Alors tout d'abord, évidemment, je voudrais remercier je sais pas comment appeler ça, le petit comité quand même du collectif Société, auquel j'ai le plaisir d'appartenir, au collectif Société, mais le petit comité qui a organisé ce colloque qui rend, à mon avis, enfin, devrais-je dire, dans notre milieu intellectuel, un bel hommage à Michel et à partir de ce livre, L'abîme de la liberté. Je voudrais aussi rendre hommage à quelqu'un qui n'est pas là, pour différentes raisons, Alain Caillé, parce que si j'ai pu rencontrer la pensée de Michel Freytag, c'est parce que Alain Caillé, en France, a été le seul à accueillir ces textes, à les diffuser dans le bulletin du MOS, qui est devenu ensuite la revue du MOS. Et moi, c'est par ce canal que j'ai pu lire, pour la première fois de ma vie, des textes de Michel Freytag. Et c'est une sorte de rencontre intellectuelle, comme on a fait peu dans sa vie, qui modifie un peu le cours de l'histoire, personnelle, des gens qui peuvent lire. Et donc, en lisant les textes de Michel, qui étaient, bon, vous les connaissez un peu arides, etc., mais je me suis dit, enfin, il y a ici quelque chose qu'on pouvait attendre et qu'on ne trouvait pas ailleurs. Ayant écrit une recension de l'oubli de la société, et lorsque je suis venu ensuite au Québec, j'ai eu le plaisir, Michel, modeste, trop modeste comme d'habitude, m'avait envoyé un petit mot gentil pour me remercier, sans me connaître, en me demandant s'il pouvait me rencontrer. Et c'est grâce à Gilles Gagné qu'on a pu passer une semaine à la ferme, quelques jours à la ferme, une semaine, pas beaucoup dormi et beaucoup bu du vin de plus ou moins bonne qualité, mais... Et en tout cas, c'était une rencontre, un immense plaisir, déjà il y a une quinzaine d'années. Alors, il faudrait aussi qu'on pense tous à essayer par le canal de ce colloque, mais aussi par d'autres possibilités, de multiplier les rencontres autour de l'œuvre de Michel. Alors, mon texte s'appelle « Démocratie, universalisme et droit à la différence, Freytag et la pensée politique contemporaine ». Dans la 3e partie de L'abîme de la liberté, intitulée « La mutation systémique postmoderne comme moment de crise radicale de la liberté moderne », Michel Freytag poursuit certes le développement de l'idée force qui traverse toute son œuvre, à savoir une critique multidimensionnelle du processus général de transformation des sociétés contemporaines en organisation systémique postmoderne, mais il va arrimer l'exposition des apories de la liberté libérale et individualiste à une tentative de théorisation préliminaire des fondements de la politique moderne. Ce faisant, il lui faut implicitement ou explicitement entrer en débat avec les principaux auteurs qui, depuis une quarantaine d'années, tentent de spécifier la nature et les contours de l'expérience démocratique, soit à partir de l'approche rawlsienne comme majoritairement en Amérique du Nord, soit selon des questions qui innervent le débat français orienté par la redécouverte antitotalitaire de l'institution politique du social, que ce soit chez Lefort, Castoriadis, Gauchet, Manant ou d'autres.
Alors si 2 chapitres de cette partie, les chapitres 12 et 15, concernent surtout les bases psychologiques et conceptuelles qui mènent à la domination grandissante du néo-naturalisme postmoderne, 3 chapitres, 13, 14 et 16, proposent, par le détour des thèmes de la liberté universaliste, du droit à la différence et de l'éthique moderne, une réflexion d'ensemble qui rejoint les controverses bien connues en pensée politique depuis un demi-siècle, entretenant du libéralisme, du multiculturalisme ou du républicanisme. Lesquelles controverses tournent autour de la définition de la démocratie, entre critique et institution, son rapport avec la culture ou la religion, l'hégémonie de l'idéologie individualiste, l'inflation des demandes de droits, des revendications identitaires ou communautaires contemporaines, l'irruption des discours postcoloniaux, subalternes, etc. À mon sens, et ce sera l'objet de cette contribution, Freytag articule tout au long de ses 120 pages une position que l'on peut qualifier de néo-républicaine. Un néo-républicanisme complexifié et dialectique qui conjugue aperception sociologique et engagement normatif. C'est justement de ce lien épistémologique entre regard sociologique et perspective critique que je partirai afin d'expliciter préalablement la portée théorique et politique d'un positionnement caractérisant ce qu'on pourrait nommer une philosophie sociale, qui à la fois postule le caractère réaliste de la société et à la fois en tire toutes les conséquences quant aux conditions de possibilité d'une existence collective répondant aux réquisites de la démocratie moderne. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur les critiques adressées par Freytag à la multiplication des droits particularistes dans les sociétés contemporaines, que nombre d'auteurs associent pourtant, justement, à un approfondissement, une extension de la logique démocratique. A contrario, en les reliant à leur véritable origine, qui se situe dans une conception individualiste de l'arrachement absolu à toute détermination non volontairement choisie, Freytag y voit l'expression d'un libéralisme culturel radical dont la conséquence à terme pourrait bien être la dissolution du politique, vecteur de l'oubli de la société. C'est pourquoi, dans un troisième et dernier moment, je discuterai l'approche tant descriptive que normative proposée par Freytag, qui met en tension féconde l'aspiration à l'universel et l'enracinement socio-symbolique, afin de dessiner les contours de l'universum concret qui lui semble le plus apte à favoriser le déploiement d'une tradition démocratique, expression qui, contrairement à ce qu'estiment les zélateurs de l'insurrection permanente, ne constitue pas un oxymore, mais correspond plutôt à la nature profonde de cet imaginaire social historique. En premier temps, la sociologie comme philosophie sociale et politique. Ainsi que le rappelle Nisbet dans son ouvrage classique sur la tradition sociologique, la discipline s'est définie et institutionnalisée à partir d'une double rupture interprétative à propos de l'ordre social régissant les communautés modernes. Double rupture fondée sur la récusation épistémologique de l'idéologie libérale, puisqu'il s'agit de rejeter comme fondement du social à la fois la science politique et l'économie politique, conçues comme deux faces d'une même fallace individualiste, l'une portée par le schème contractualiste identifiant la formation de la communauté politique à la volonté d'individus naturels initialement déliés, et l'autre considérant qu'une main invisible vient par le marché réguler de façon automatique les diverses interactions qui tissent la vie collective. D'une certaine façon, le célèbre précepte durkheimien « tout n'est pas contractuel dans le contrat » vient indiquer le soubassement ontologique qui sera nommé société, à partir duquel les sphères de la politique et de l'économie, tout autant que la religion, le droit ou l'art, prendront sens et consistance, en y étant englobées au titre de sphères partielles. Par ce geste inaugural, la sociologie se pose en retrait critique, à égale distance des deux visions concurrentes qui voient le noyau du social historique soit dans l'État ou la société civile, donc dans le lieu du pouvoir légitime ou dans celui de l'activité productive. En proposant une conception ontologiquement réaliste de l'être en société, la sociologie originelle entend au contraire désigner un lieu d'inscription concrète qui agit à titre de médiation transcendantale entre l'individu particulier et l'humanité abstraite. Or, cela a été noté par de bons auteurs, la sociologie en son origine ne sépare jamais la visée d'un savoir objectif sur les formes du social et une contribution normative à la réalisation moderne de cette communauté historique. On se rappelle à cet égard que pour Durkheim, la sociologie et le socialisme devaient être appréhendés comme les deux versants d'un même processus général, une modernité politique en quête de sa réalisation, pour le dire vite, un processus théorique et une pratique de socialisation qui, tant sous son aspect scientifique que politique, répondaient aux mêmes causes. La transformation de la solidarité, l'émergence de l'individualisme, l'élargissement des inégalités sous l'effet de la révolution industrielle et de la logique capitaliste. Indiscutablement, et c'est le pourquoi de ce détour, la démarche freytagienne dans son ensemble se place dans le sillon de l'héritage durkheimien ici,
pour qui c'est bien la question du politique qui reçoit une solution nouvelle au sein même de l'épistémologie sociologique. De Hobbes à Rousseau, le contractualisme est un artificialisme parce qu'il est un individualisme, ce qui pour Durkheim en revient à cette aberration de suspendre les formations sociales à ce qu'il nomme des décrets de la volonté. Face au contractualisme, c'est bien ériger une objection apparemment plus sociologique que l'on retrouve aujourd'hui dans le systémisme et qui pour Durkheim va de l'économie politique jusqu'à Spencer. L'idée selon laquelle la société se forme spontanément, qu'elle ne résulte pas d'une convention expresse ou tacite, mais d'un procès naturel qui, au même titre que tout autre phénomène naturel, est susceptible d'une étude positive. Dans son essence, la société naturelle ne serait donc que la société civile libérale, un libre jeu des intérêts et des représentations, celui-là même dont le multiculturalisme fait la promotion par la voie des négociations identitaires aujourd'hui. Mais en déniant à la société toute verticalité holiste, toute dimension d'intégration tant morale que politique, cette perspective néonaturaliste, qu'elle soit libérale ou systémique, perd de vue le caractère de synthèse objective a priori incarné dans l'esprit général des institutions. Rappeler aujourd'hui ces postulats durkheimiens, c'est affirmer en des termes forts que je reprends à Karsenty, que la sociologie authentique ne peut être qu'anti-libérale. Et la réflexion de Freytag, en vue de rétablir une perception non libérale de la liberté, s'inscrit justement dans cette démarche. Au point où nous en sommes dans le champ de la sociologie, me semble-t-il, comme de l'anthropologie, il apparaît bien en dernière instance que les débats se polarisent désormais autour de deux positions, et deux seulement, dirais-je, malheureusement, contradictoires et incompatibles. Soit la réalité de la condition humaine collective se joue à travers une médiation ontologique cohérente et consistante, la société, comprise comme totalité ouverte et partielle. Soit elle se traduit par des entités irréductibles et naturelles qui en spécifient les contours mouvants et aléatoires, des systèmes, des flux, des réseaux, des identités. À travers cette dichotomie, qui porte tant sur les plans descriptifs que normatifs, j'y insiste, se joue donc à la fois la compréhension de l'expérience moderne et sa traduction concrète, au lieu où sciences et politiques s'engendrent ensemble dans une interdépendance qui, là encore, fait écho au Durkheim des formes élémentaires de la vie religieuse, selon qui les catégories logiques de l'entendement ne prenaient forme et sens qu'à l'intérieur d'un terreau social, historique et culturel, sans pour autant, bien sûr, s'y réduire. À ce titre, la sociologie et son discours se dévoilent comme une composante intrinsèque de la rationalité démocratique qu'ils promeuvent. Pour reprendre une dernière fois les termes de Bruno Karsenty, je le cite, « Les sciences sociales ne sont pas nées de ce qu'on se serait enfin aperçu que les faits sociaux manquaient à l'appel des faits à connaître, à un stade de maturité particulièrement élevé de la pensée scientifique. Elles ont été un discours nouveau que les sociétés modernes en sont venues à produire et à s'appliquer à elles-mêmes pour des raisons qui leur sont propres et qui plongent au plus profond de leur nature. » Fin de citation. Et c'est donc bien parce que la sociologie a découvert et exploré le caractère éminemment social de l'individu prétendument libre et autonome, correspondant à certaines pratiques spécifiques, que la réflexion freytagienne peut aujourd'hui à bon droit rappeler ce qui apparaît dorénavant scandaleux aux oreilles postmodernes, que la pluralité et la diversité n'existent que sur fond d'unité dialectique, que la différence n'est pensable que dans une relation comparative qui fixe logiquement les critères de la distinction. C'est par ce fondement sociologique seul que l'on peut, à mon sens, comprendre comment l'analyse politique de Freytag s'inscrit dans les débats contemporains entre libéraux, communautariens et républicains. Deuxième temps, donc, la logique des droits et la dissolution du politique, une postmodernité libérale. On le sait, la sociologie freytagienne porte sur le devenir de la modernité comme mode de régulation politico-institutionnelle un regard ambivalent. D'une part, elle y décèle les promesses d'un monde plus libre, plus juste et plus égal, à partir d'une prise en compte d'idéaux civilisationnels mûris par l'histoire et trouvant leur concrétisation dans les principes républicains et humanistes édifiés et invoqués dès la Renaissance. D'autre part, elle y reconnaît, par la raison contre les raisons, pour reprendre le titre d'un texte de Michel négligé, une tendance à l'abstraction déshumanisante, au naturalisme scientiste ou à l'utilitarisme généralisé, bref, à ce que Castoriadis nomme l'imaginaire de la maîtrise rationnelle, qui finit par se retourner en son envers au prix de la dialectique négative décrite par l'école de Francfort. Un irrationalisme de la raison toute puissante, qui se décline en un raisonnement du monde par un capitalisme dopé à l'innovation technoscientifique. Bref, une catastrophe annoncée qui appelle en réponse l'appel par Freytag à, je le cite, page 389, une attitude critique qui se nourrit également de la conscience autocritique
que les hommes ne sont pas originellement et ontologiquement maîtres d'eux-mêmes et maîtres du monde, puisqu'ils y sont advenus en intégrant dans leur propre constitution physique et morale les liens qui les rattachent au monde et les rendent solidaires entre eux dans la société. Si on pouvait résumer le livre, je pense que cette phrase conviendrait. Il semble y avoir deux trames convergentes à cette irruption de la postmodernité au cœur de la modernité. D'une part, une trame originelle des Slaves dans le parcours socio-historique des États-Unis, qui détacherait la tradition libérale anglaise de l'humus traditionnel par lequel ils se voyaient équilibrés, pour la refonder en nature dans un nouveau monde. D'autre part, une trame historique dans laquelle s'imposent progressivement les modalités décisionnelles opérationnelles, d'arbitrage et d'action, au cœur même des États-nations qui pourtant incarnaient les lieux les plus propices de la réflexivité collective en acte, postulée par l'expérience démocratique moderne, par la ressaisie institutionnalisée des principes d'institution. Quelle que soit la relation de cause, d'affinité ou d'inter-influence entre les deux trames, il se trouve aujourd'hui que les sociétés politiques occidentales paraissent parcourues par les mêmes tensions formelles qui s'y voient évidemment différemment illustrées selon les contextes locaux. Pour Freytag, dans les chapitres 13, 14 et 16 de l'Abîme de la liberté, la revendication socio-politique et culturelle du droit à la différence, émise tant par des individus que des minorités ou des communautés, fait fond sur une double dissolution, à savoir celle de l'idée de société comme totalité, d'une part, et d'autre part, de mode de régulation politico-institutionnelle, qui est chargé d'en assurer l'orientation historique. Cette double récusation trouve sa source dans l'hégémonie avancée de l'idéologie libérale, qui fonde le vivre ensemble uniquement sur l'interaction immanente des sujets individuels, y compris lorsqu'ils se rassemblent en groupes d'intérêt et communautés électives, interaction formée d'échanges utilitaires et réglée par procédures juridiques a posteriori. Dès lors, dans la société à régulation décisionnelle opérationnelle, il n'existe plus aucun ancrage ontologique transcendantal à l'ordre empirique indéfiniment fluctuant du social, écrit Freytag, la vie commune n'apparaissant en définitive que comme la simple résultante empirique d'une multitude d'interactions aléatoires. Nous sommes en présence de ce que Freytag identifie comme, écrit-il, le plus grave problème structurel inhérent à la socialité postmoderne. Le monde commun éclate en une multitude indéfinie de formes de vie incommensurables, réifiées et absolutisées, connectées non réflexivement par le système opérationnel et son industrie culturelle. En découle une atomisation et un fractionnement des modes de vie sur fond paradoxal de conformisme médiatique et consommatoire, alors même que la société comme totalité visant le bien commun perd toute valeur autre qu'instrumentale quand elle n'est pas tout simplement objet de rejet radical en raison des contraintes disciplinaires qu'elle ferait peser sur le libre choix idiosyncrasique des sujets individuels ou collectifs. Dans une démarche paradoxale qui confine à la schizophrénie, les individus et groupes réclament un droit existentiel à la reconnaissance de leurs différences, tout en déniant au sujet de la reconnaissance, l'autrui généralisé de la société, le droit de porter un quelconque jugement sur la valeur de la différence à reconnaître. Libéralisme culturel et économique se rejoignent ici pour présenter la démocratie des identités, le multiculturalisme, comme régi harmonieusement par une main invisible, il est vrai gantée par le procéduralisme juridique qui lui tient lieu de balise et qui, tout aussi paradoxalement, vient réglementer des pans toujours plus nombreux de la vie privée et des mœurs, de la santé à l'hygiène, en passant par l'alimentation, la sécurité ou l'enfance, mais toujours au nom du sacro-saint bien-être individuel, en proportion inverse des pouvoirs régaliens, marqueurs de souveraineté, rendant l'État impuissant, voire complice de son abdication face aux intérêts économiques du capital. Alors que depuis une quarantaine d'années, le débat fait rage entre libéraux universalistes et multiculturalistes différentialistes, le positionnement sociologique de Freytag lui permet de dévoiler leur sol commun, qui relève de la configuration individualiste du choix de vie, et donc de la définition libérale de la liberté comme arrachement volontaire à toute détermination socioculturelle. C'est bien paradoxalement en tant qu'adhésion choisie que les communautés culturelles expressives, écrit Freytag, à prétention identitaire synthétique, réclament le respect de leurs particularités et par conséquent le droit positif à un traitement différentiel, virtuellement sans fin, puisque potentiellement n'importe quel trait ou caractéristique pourrait être raisonnablement reconnu comme le fondement d'une exemption à l'égard de la loi générale qui est forcément discriminatoire dans son application universelle.
On est ainsi conduit, sans que les acteurs ne perçoivent les tenants et aboutissants de cette métaphysique nominaliste, à la négation de toute dimension subjective et identitaire conférée à la société elle-même, la vie commune perdant son caractère de normativité intrinsèque. Il est également aisé de percevoir, dans la logique de marchandisation capitaliste du monde, que l'extension de la personnalité juridique aux corporations et firmes multinationales mène à des mises en cause des normes étatiques sur la même base de droit à la non-discrimination, ainsi que le prépare l'accord transatlantique entre Union européenne et Amérique du Nord. En ce sens, la globalisation postmoderne se traduit bien par une société civile mondiale, non pas tant, comme l'espèrent les altermondialistes, par les mouvements sociaux et les pratiques alternatives, que par la prolifération des sujets propriétaires organisés en groupes de pression, corporations, communautés, régions, en procès devant les tribunaux pour l'extraction des richesses et la commercialisation des marques. Considéré par les minorités sociales d'abord comme oppressif et homogénéisateur, le politique, désormais, en tant que principe d'unification et de transformation d'une collectivité historique, s'évide par le bas et par le haut, les groupes d'intérêts privés, économiques ou identitaires venant s'affronter dans une arène cosmopolite régie par le droit et le marché. J'en arrive à mon troisième point, la tradition démocratique et l'universum concret, une perspective néo-républicaine. Alors une fois ces critiques établies, il n'est pas question pour Freytag d'apporter des solutions générales ou des réponses toutes faites à cette situation de fragmentation généralisée et de conflictualité irréductible, mais plutôt de tenter de corriger d'abord, théoriquement, la mécompréhension effective du principe de liberté, une fois coupé de son ancrage ontologique et sociologique. Cette explicitation du soubassement socio-anthropologique du concept de liberté et ses conséquences pour l'intelligence du régime démocratique comme mise en sens, mise en forme et mise en scène du monde commun, pour reprendre la tripartition de Lefort, suit une double pente qu'il convient de distinguer pour la clarté de l'exposé. D'une part, Freytag propose une théorisation que l'on pourrait donc nommer néo-républicaine du vivre ensemble, puisque ses postulats sociologiques lui permettent de défendre une forme républicaine de démocratie qui reconnaît et intègre dialectiquement l'ancrage culturel et historique des idéaux abstraits. Pour le dire très schématiquement, l'universum concret proposé par Freytag articule une forme républicaine avec un soubassement communautarien et un idéalisme libéral, au sens ici des droits dits subjectifs qui relèvent autant de la protection de la sphère privée que des possibilités d'expression publique, et qui ne sont pas donc uniquement individuelles. D'autre part, et j'évoquerai cette question en guise de conclusion, Freytag tente de saisir les conditions d'un véritable pluriversum concret, pour reprendre cette fois l'expression de Panicard, en ouvrant la question d'un dialogue intercivilisationnel qui ne se résumerait pas à l'adoption des droits de l'homme et du libre marché par les cultures et sociétés non occidentales. Ces deux pans de la réflexion nous entraînent nécessairement sur la question du relativisme et des contradictions de valeurs, certes pour l'humanité entière, mais également au sein d'une même société historique donnée. Alors, la société comme universum concret, tout d'abord. Par la compréhension sociologique qu'il propose du fonctionnement idéal typique d'une société démocratique, Freytag peut articuler des dimensions couramment comprises comme antagonistes ou incompatibles. Ainsi, il ne rejette absolument pas la valeur de ce que l'on nomme les libertés fondamentales ou les droits humains, ces principes énoncés dans les diverses déclarations et chartes depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais ces droits posés par l'Occident comme universels, invariables, inconditionnels, doivent bien plutôt être saisis comme l'aboutissement socio-historique d'un long processus civilisationnel, comme la sédimentation d'une matrice théologico-politique. Bref, comme l'expression de principes idéaux qui ne peuvent jamais suffire à eux seuls pour l'organisation d'une société viable et juste. S'il s'agit bien d'un ensemble de maximes susceptibles de guider le jugement et l'action du législateur, toutes les normes sociales positives sont loin de pouvoir en découler exclusivement, pour de multiples raisons qui tiennent avant tout à leur nature abstraite et justement idéalisante. Ces principes métaphysiques sont à la fois inapplicables de façon absolue, contradictoires entre eux et polysémiques quant à leur contenu. L'affirmation des droits humains ne saurait donc en aucun cas abolir théoriquement le champ du politique, puisqu'elle participe au mieux de la tension fertile instaurée entre trois pôles à la fois interdépendants et conflictuels, la liberté transcendantale de l'homme affirmée dans les droits subjectifs, les normes culturelles et substantielles propres à une communauté socio-historique,
et l'activité politique censée réaliser une synthèse pratique des deux dans des contextes dynamiques, imprévisibles et contingents. Sans les abolir donc à titre de valeurs prééminentes et d'idéalité fondamentale, la sociologie politique freytagienne, tout comme l'anthropologie sociale d'un Louis Dumont ou la démarche historique d'un Marcel Gauchet, propose ainsi une révision de l'interprétation des droits à prétention universelle selon une double relativisation. Réinscription de leur origine dans un devenir civilisationnel et réintégration de leur concrétisation dans une communauté politique et culturelle au titre de conditions transcendantales de possibilité. Le républicanisme abstrait et universaliste des Lumières se voit ainsi sociologisé, tout comme les principes dits libéraux ou liberté négative qui fondent les droits subjectifs contemporains. C'est la raison d'être des pensées communautariennes qui, depuis les années 70 et 80, avec le premier Taylor, Sandel, McIntyre ou Walser, s'évertuent à réinsérer le moi délié dans ces communautés d'appartenance concrètes et symboliques, ce qui, pour un observateur extérieur, ne représente après tout que l'importation dans le champ politique devenu rawlsien de ce que la socio-anthropologie affirme depuis un siècle. Mais ici, il faut insister, Freytag ne se contente pas d'un libéralisme sociologisé en un sens faible, la simple prise en compte des contraintes culturelles, historiques et contextuelles pesant sur la socialisation individuelle, puisqu'il va, par la médiation du symbolique, jusqu'à remettre en question la thèse de la fondation rationnelle de l'ordre politique démocratique, à l'instar d'un Castoriadis qui trouvait dans les imaginaires sociaux la source de l'institution collective. En effet, Freytag considère que la liberté subjective, je le cite, page 286, exige un cadre normatif substantif touchant aux conditions de possibilité même de son exercice dans la vie collective, ainsi que dans le monde que nous habitons, ce que seule la sagesse pratique engagée dans la réalité peut parvenir à reconnaître, à inventer et à élaborer. Fin de citation. La référence à la sagesse pratique, la phronésis aristotélicienne, déjà valorisée chez des auteurs comme Arendt, Gadamer ou Descombes, appelle à récuser les postulats procéduralistes inhérents à la perspective libérale pour restaurer une interrogation sur les valeurs substantielles qui constituent une communauté politique. Et c'est par la médiation de cette raison pratique, qui trouve son origine et son soubassement dans les mœurs et les coutumes d'une société historique, que la sociologie freytagienne trouve son ancrage le plus communautarien, si l'on peut dire, assez proche au final de la critique romantique des Lumières spéculatives, qui voyait dans la concrétude des particularités nationales le seul point de départ possible pour une visée réelle de l'universel. Et ce n'est pas sans raison que ce romantisme social et national pourra au XIXe siècle nourrir à la fois la condamnation socialiste du capitalisme et la genèse scientifique de l'ethnologie moderne. Dans le cas exemplaire qu'il choisit au chapitre 14 pour illustrer les apories du droit à la différence, celui du voile islamique, Freytag affirme d'emblée que la question, je le cite, se dérobe à toute résolution principielle, tant juridique que philosophique ou éthique. Elle renvoie par là aux horizons normatifs nationaux qui comprennent et hiérarchisent diversement défense des libertés religieuses, exigence générale de tolérance et laïcité des institutions juridiques et politiques. S'il s'impose dans toutes les démocraties libérales deux principes catégoriques, écrit Freytag, l'égalité devant la loi et le respect de la personne humaine, leur mise en application reste toujours éminemment problématique, puisque persiste dans tous les cas un vaste espace d'indétermination quant aux définitions des termes et la nature des discriminations légales exercées. Or, sans solution directement applicable par référence aux idéaux universels, la sagesse politique ne peut se référer qu'aux mœurs et coutumes, c'est-à-dire, écrit-il, à la sensibilité morale concrète, positive, propre à la culture collective dominante, et donc à une certaine continuité historique, à une tradition que la raison moderne souhaitait pourtant abolir. Tour à tour, on l'a dit, le romantisme puis la socio-anthropologie ont reconnu le poids ontologique et l'importance de l'enracinement historique et donc de la tradition et la valeur de la contingence qui les caractérise inévitablement. Ce qui ouvre, dit Freytag, un horizon de légitimité pour une reconnaissance raisonnable de la tradition en tant qu'héritage qui nous forme et participe de notre identité narrative.
C'est donc par le biais de cette réévaluation de la tradition que Freytag impose une révision décisive du rationalisme moderne dans ses dimensions fondationalistes, tant morales que politiques. Si la raison consiste bien en un principe régulateur du jugement réfléchi, elle s'avère impuissante à fonder déductivement une quelconque norme positive à caractère synthétique. Placée certes en tant qu'instance régulatrice au-dessus de la dogmatique religieuse, elle n'en doit pas moins reconnaître le caractère contingent de tout ordre socio-normatif concret, lequel procède historiquement dans les démocraties libérales de l'intervention du législateur moderne, l'État. En effet, la mise en œuvre des droits et libertés va dans le sens d'une unification non seulement des droits formels, mais des mœurs et des moralités concrètes, substantielles, créant ainsi les conditions pour l'établissement progressif d'une légitimité commune, indissolublement culturelle et politique. Ce que Freytag appelle l'apriorisme synthétique de la sensibilité s'étend aux sentiments de participation qui forment une culture historique et une existence significative dans l'élément du symbolique qui relie chaque individu au monde social où il s'inscrit. Tout universum concret entraîne alors une obligation objective du fait de l'appartenance, selon une morale des devoirs fondée dans l'appartenance collective. Le moment critique, qui est essentiel pour toute perspective politique, ne se fonde ainsi plus sur une capacité individuelle d'arrachement au monde, mais sur une réflexivité inhérente au symbolique, une réinterprétation créatrice de la tradition qui participe dialectiquement du monde qu'elle contribue à refonder perpétuellement de manière dynamique. Combien ? Ça va, merci. Il est donc certain que la religion doit, dans la modernité, renoncer à s'imposer comme fondement indiscutable de l'ordre commun, et donc à prendre immédiatement valeur de loi positive. Le principe de raison, considéré comme valeur sociale, suppose la reconnaissance de l'autonomie de l'ordre humain et la laïcité de l'État. Mais l'exercice public de la raison suppose la présence de la tradition et donc d'une référence nationale pour ne pas tourner à vide. Ce sont pour résumer les deux points essentiels de la sociologie du politique énoncés dans l'ouvrage. D'une part, l'insistance sur l'unité socio-symbolique comme condition d'existence d'une véritable société des individus, si on veut l'appeler ainsi, puisque sa perpétuation ne s'effectue plus en fonction d'une norme divine ou sacrée, mais politico-institutionnelle. Et d'autre part, la nécessité d'une hiérarchisation principielle et circonstancielle des aspects identitaires et des valeurs civilisationnelles, ce que Dumont nommait hiérarchie de valeurs. À l'encontre des illusions cosmopolites, Freytag maintient le caractère indispensable de la distinction entre citoyens et étrangers. S'il y a bien exigence irréductible du respect de la personne, quelle qu'elle soit, en fonction de nos penchants universalistes, l'accession à la citoyenneté dépend, écrit-il, de son intégration aux valeurs principielles de sa société d'accueil, par le respect des mœurs et traditions locales. D'où la critique freytagienne envers les zélateurs d'une société multiculturelle au sens radical du terme. L'Occident ne saurait être réductible à un melting pot, juxtaposant des cultures sur fond d'un respect procédural des droits, car il est aussi une civilisation spécifique. Et tout dialogue sur l'identité et la différence n'est possible qu'à partir d'une position normative propre qui intègre sa contingence et sa détermination en un premier temps, avant d'engager dialogue et reconnaissance de l'altérité civilisationnelle. J'en arrive à ma conclusion pour les 3 minutes qui me restent. L'humanité comme pluriversum concret. Point d'interrogation. J'ai réveillé quelqu'un. L'universum concret que représente toute société historique particulière, comme synthèse objective, politico-culturelle et comme réalité symbolique, se construit évidemment dans le rapport à l'autre, que suppose et qu'appelle sa propre référence identitaire. Dans son chapitre 16, Freytag s'efforce de distinguer théoriquement universel et universalisme, en renvoyant ce dernier aux idéologies de la fin de l'histoire, illustrées par les thèses de Fukuyama, qui considère la démocratie libérale à l'américaine comme le dernier régime politique pensable, celui-là même qui mettrait fin à toute dialectique historique. Pourtant, de rappeler Freytag en une formule frappante, tant les droits humains en leur énonciation abstraite que la science en son savoir universaliste ne peuvent être directement exportables. Faute
de véritablement rejoindre ce qu'il nomme l'universum du réel, puisque ces deux matrices supposent d'être converties en idées, valeurs et représentations à l'intérieur de mondes synthétiques normatifs denses. La liberté comme principe doit donc nécessairement s'inscrire comme réalisation pratique dans une réalité objectivement partagée. Je le cite, page 384, « L'idée s'incarne dans le monde réel de l'expérience commune sous la forme d'objets, de rapports sociaux, d'institutions, de normes, de valeurs, de savoirs, qui forment tous ensemble le cadre effectif de la vie sociale et des échanges matériels et symboliques, et qui la constituent, la façonnent, lui donnent sa substance ou sa matière propre. » Fin de citation. Cette anthropologie philosophique qui accorde un poids ontologique prééminent à l'inscription socioculturelle des êtres humains et respecte donc la pluralité des mondes, doit affronter le problème redoutable et quasi insoluble que nous ne pourrons couvrir de l'universalité de sa propre connaissance du réel. Ainsi, pour Freytag, l'apport le plus universel de la civilisation occidentale réside dans l'idée qui reconnaît en l'homme, je le cite, la capacité de produire les formes sociales dans lesquelles il vit, ce que Castoriadis ou Gauchet nomment l'auto-institution du social. Cette reconnaissance de l'immanence des sociétés légitime donc le projet de les transformer en participants de leur production. Mais contrairement à Castoriadis, cette fois, qui traduit cette faculté en projet d'autonomie par rapport à toute détermination naturelle, cette capacité doit prendre pour Freytag la forme d'une attitude critique qui se nourrit également de la conscience autocritique que les hommes ne sont pas originellement maîtres d'eux-mêmes et maîtres du monde. Par la complémentarité dialectique établie entre le moment critique et la reconnaissance des dépendances exprimées dans les formes culturelles, la quête de l'universel abstrait ne devient valable qu'à condition de ne pas être détachée des conditions ontologiques de sa genèse et de l'ensemble du contexte socio-historique contingent dont elle a animé le mouvement de manière critique. L'accès à une vision de l'universel par une liberté spirituelle de nature critique devrait donc s'accompagner en contrepartie, écrit Michel, d'une reformulation de la solidarité sociale et des formes concrètes, culturalisées, d'inscription des individus dans le monde social. Toute la difficulté de cette position tient évidemment au rapport avec les ensembles civilisationnels et culturels qui ne reposent pas sur l'auto-institution humaine, mais se comprennent à l'aune de la dette de sens religieuse. Certes, la réflexion freytagienne possède ici l'immense mérite de nous sortir de l'opposition dichotomique et problématique entre autonomie et hétéronomie, justement en rappelant que le moment critique autonome, entre guillemets, ne peut apparaître que sur fond d'un monde symbolique, expression particulière d'une tradition culturelle, historique et sociopolitique. Autrement dit, il n'y a pas de culture de toutes les cultures, comme il n'y a pas de langue de toutes les langues ou d'ensemble de tous les ensembles. Ce pluralisme réel des cultures comme ensemble synthétique et substantiel ne permet pas un point de vue surplombant, a priori universel, mais appelle au contraire une ouverture d'ordre spirituel qui n'est pas simple abandon des conditions et contraintes locales, mais implique l'accès à un champ de vision plus large, comparatif, qui comporte un effort, un apprentissage difficile, l'acquisition de capacités de traduction, d'interprétation et de compréhension. D'une certaine façon, l'universel mis en lumière par Freytag n'est pas tant, pourrait-on dire, la démonstration de l'auto-institution humaine, qui reste éminemment sujette à débat, que la reconnaissance d'un espace de l'idéalité ouvert indéfiniment par-delà les objectivations particulières. Selon Freytag, cette transcendantalité par rapport au réel fait partie, écrit-il, de l'essence même de la réalité symbolique et s'avère admise, sinon théoriquement du moins dans les pratiques socio-historiques, des multiples cultures ayant composé et composant encore l'infinie richesse expressive de l'humanité sociale. Reste que s'il est possible de traduire les représentations, d'élargir la compréhension mutuelle, d'approfondir la critique réciproque, l'agir sociopolitique bute sur ce qu'on peut nommer des institutions incompatibles, parce que reposant sur des principes contradictoires. Si une société particulière se doit de les éviter afin de préserver la cohésion sociale qui nourrit son existence démocratique, il serait sans doute contre-productif de vouloir les éliminer de ce pluriversum qu'est l'humanité, même si cela choque notre morale, nos convictions et notre sensibilité. Dans l'admission résolue de notre contingence, il s'agit sans doute là d'une auto-limitation douloureuse, traduction du tragique de la finitude humaine, qui n'a comme contrepoint que le danger inversement symétrique d'un arrasement absolu de toute différence réelle
par le développement irrésistible de la technoscience, de la raison instrumentale et de la logique marchande. Je vous remercie.